Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo haute en couleurs et riche d'enseignements pour qui saura lire entre les lignes. Aujourd'hui je me propose d'expliquer d'une perspective raisonnée, en réconciliant mysticisme et science, ce qu'est véritablement la magie, ou l'art vibratoire des énergies par excellence. On entend tout et n'importe quoi sur la magie, surtout depuis la vague New Age des années 2000. Séries, films fantastiques et science-fiction desservent également, évidemment, grandement ce domaine afin d'écarter les vraies âmes anciennement initiées de la vraie connaissance occulte et ainsi d'empêcher de reprendre contact avec leur pouvoir acquis, notamment auprès des dieux et déesses d'Orient du temps merveilleux de l'Atlantide. Je me propose donc de remettre modestement dans le carcan de la vraie science, celle hermétique, par un exposé que j'espère le plus juste possible, ce qu'est la magie, comment celle-ci fonctionne et pourquoi elle fonctionne ainsi. Mais avant d'entrer dans un exposé plus détaillé, il faut absolument rappeler que c'est le spirituel qui façonne le temporel, et non l'inverse. Et je vais vous le démontrer à nouveau par une métaphore que j'affectionne particulièrement tant elle est criante de vérité. Imaginez-vous sur une plage clairsemée de rocailles et de récifs acérés. Qu'est-ce qui a taillé ces roches ? L'eau. Qu'est-ce qui a mis en mouvement les vagues ? L'air. Qu'est-ce qui fait se mouvoir les vents ? Le feu, ou la chaleur émise par le soleil et la rencontre des courants d'air chaud et froid. Petite parenthèse, ces deux courants avatars de la dualité démontrent d'ailleurs une fois de plus en quoi cette dualité est absolument nécessaire à toute vie pour se mouvoir et évoluer dans notre dimension. Le soleil façonne donc la Terre en permanence. L'élément le plus spirituel, le feu, la lumière, influence constamment l'élément le plus matériel, la Terre. C'est donc par analogie le monde des idées, de l'énergie qui forge et structure la matière, le réel, le spirituel qui modèle le matériel. Gardez donc cette réalité structurelle en tête. Connectez-vous au concept énergétique, le monde du feu, et, par résonance, vous déploierez alors cette énergie dans votre vie, la Terre, le réel. Tout d'abord, il faut savoir et comprendre que tout est énergie. Même la matière la plus solide qui soit est de l'énergie, des atomes en constante vibration. La physique moderne a prouvé que la matière telle que nous la connaissons n'existe pas vraiment. Qu'elle n'est en réalité, comme le disait Einstein, qu'une forme condensée de l'énergie et que cette énergie, en perpétuelle vibration, ne serait que de la lumière condensée. Nous vivons ainsi dans un monde composé de vibrations et non de matière, au sens rationnel du terme. Et nous-mêmes sommes simplement un ensemble de vibrations. Les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, nos paroles, nos pensées, la musique jusqu'aux atomes, toutes ces choses vibrent. La différence par exemple entre l'ego et l'âme est simplement une question de vibration et de hauteur de fréquence. L'ego est la partie émergée de l'âme, sa partie vibratoirement la plus condensée. L'âme se trouve dans la 5e dimension, le monde superlumineux, au-delà du mur de la lumière, quand l'ego, lui, évolue dans la 4e dimension. De même, une autre analogie nous inviterait à démontrer que le soleil, l'air et l'eau ont une similitude de structure atomique, l'atome d'hydrogène. La seule différence, c'est le niveau vibratoire de cet atome, et également, bien sûr, les liens qu'ils entretiennent avec les autres éléments primordiaux. Le fait est que l'on retrouve le même élément, l'hydrogène, à différents niveaux ou dimensions. C'est ainsi que fonctionne l'alchimie d'ailleurs, qui vise premièrement à transmuter l'être. Pour transmuter le plomb en or, qui est certes une métaphore mais aussi une action scientifiquement réalisable, et que beaucoup d'alchimistes ont réalisé, il s'agit simplement de faire perdre un électron à l'atome de plomb, juste un. En quelque sorte, de mettre la materia prima, la substance métallique, sur une autre fréquence qui débarrasse ou chasse ainsi l'électron qui ne peut soutenir la transcendance vibratoire. C'est d'ailleurs également de cette manière que la Terre sera débarrassée de la racaille qui la pollue par le maître de l'alchimie, Enki, qui peu à peu aidera à élever la fréquence vibratoire de la Terre. On l'observe d'ailleurs actuellement avec l'augmentation incessante de la résonance Schumann, le cycle électromagnétique de la magnétosphère qui protège la Terre. Couleurs, sons, pensées, émotions, paroles, objets, chacun va vibrer à son propre niveau vibratoire. Les chakras indiquent d'ailleurs clairement ces différents niveaux d'énergie. Exemple, la parole va être reliée au 5e chakra, les émotions au 3e, les sentiments au 4e, les désirs au 2e, les pensées au 6e, etc., etc. Un peu comme les notes de musique formant une octave. Chaque chakra étant également relié à une couleur, sachant que chaque couleur vibre selon une longueur d'onde spécifique. Parlons maintenant un peu de ce sujet passionnant et assez occulte qu'est l'ADN. Notre ADN vibre également et, a fortiori, nos cellules aussi, formant notre aura unique propre à chaque individu. Bien que la qualité ou l'état de cette aura dépendra de notre humeur, de notre état de santé, psychique, mental, etc. etc. Nous émettons nous-mêmes un champ magnétique. Et ce champ magnétique a notamment été mis en évidence par le procédé de photo Kirlian, qui permet de photographier les auras des individus. Le son permet de modifier cette fréquence énergétique vibratoire. D'où l'importance d'une juste vocalisation, de certains mantras, de certaines formules magiques,
ou même tout simplement de parole. Les différents plans de réalité ou dimensions sont liés à la qualité de l'énergie, à sa fréquence, sa sonorité ou vitesse de rotation des corpuscules qui la composent. La cinquième dimension ou le monde superlumineux, qui est lui au-delà de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire celle où le temps et l'espace sont confondus. L'astral est un autre plan de réalité par exemple, à l'intérieur duquel il existe un bas et un haut astral, où la notion du temps également est liée au degré de l'énergie, à un niveau de raffinement particulier des particules qui composent l'astral. Enfin, pour terminer cette introduction, il faut comprendre que l'énergie émet à la fois un son, mais en même temps contient des informations. Ce qui explique pourquoi certains thérapeutes, seulement en posant les mains au-dessus du corps, peuvent sentir la vibration de la souffrance et l'information de la nature de cette souffrance. Vous voyez certains magnétiseurs par exemple. La science quantique, développée depuis une vingtaine d'années, nous donne, par le prisme de la raison, la clé quant à la véritable nature de la magie. Tenez-vous bien, les scientifiques travaillant sur la physique quantique ont découvert que l'observateur pouvait influencer l'expérience. Comme une image vaut mieux qu'un long discours, je vous propose de concrétiser cette idée par une vidéo pédagogique sur cette notion d'influence de la pensée sur la matière. Et ici nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière, où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron.
Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. En clair donc, la pensée influence directement la matière, proche mais aussi lointaine. Telle est la magie, agir sur l'énergie composant l'univers par l'empire de la pensée ou du verbe. Sachez que pensée et verbe sont très proches dans les traditions hermétiques puisque l'on parle notamment de logos pour les deux. Mais allons plus loin encore. Ils ont découvert qu'en fonction de l'observateur, en fonction des êtres présents, une particule de matière pouvait changer de nature, d'expression. En clair, nous modifions quotidiennement le réel avec nos pensées. Et ça, la physique quantique, à l'heure actuelle, le démontre sans aucun problème. Une autre information d'importance à comprendre pour bien saisir ce qu'est la magie, il a été démontré que 2 corpuscules élémentaires qui étaient primordialement unis puis séparés pouvaient changer de nature en même temps, instantanément, même s'ils étaient séparés d'un bout à l'autre de la galaxie. 2 objets, 2 électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. Autrement dit, si l'un de ces 2 corpuscules change d'état, immédiatement, l'autre corpuscule change lui aussi similairement d'état. Ce qui explique la transmission parfois immédiate d'idées ou de pensées entre les dieux et nous, mais aussi leur capacité de déplacement extrêmement rapide, notamment par le voyage astral, ou même la télépathie qui peut se produire entre 2 personnes qui sont à l'autre bout de la planète et qui soudainement pensent l'une à l'autre, et s'appellent à ce moment-là par exemple. Et c'est aussi pourquoi Enki connaît chacun de ses enfants humains, puisque nous possédons son ADN en nous, des gènes issus de lui, et donc que nous avons une connexion sacrée et profonde avec lui. C'est pourquoi dès lors que nous comprenons que Shiva est constamment avec nous, car en nous-mêmes, en puissance bien sûr, ou en latence dans nos gènes, attendant d'être éveillé et accompli, nous avançons alors d'un degré de compréhension supérieur, et donc de conscience plus élevée sur le chemin de l'évolution spirituelle. Shiva est le souffle, la vie qui m'anime. Je suis donc Shiva par le souffle lorsque je respire en pleine conscience lors de mon yoga par exemple, qui signifie union. J'accueille donc Shiva en moi, la conscience divine, par une concentration et une attention supérieure sur ma respiration. C'est pour cette raison que la maîtrise du souffle, comme on va le voir un peu plus tard, l'art du contrôle de sa respiration est fondamental dans toute pratique magique, quelle qu'elle soit. Parlons maintenant des travaux du professeur japonais Emoto. À l'aide de l'analyse de résonance magnétique, le scientifique et guérisseur Masaru Emoto, malheureusement récemment décédé, a réussi à percer plusieurs des mystères de l'eau et il a légué tout son savoir extrêmement intéressant à l'humanité qui nous permet de voir plus clair quant au fonctionnement de la magie. Il a passé sa vie à étudier l'eau et il a réussi à prouver l'hypothèse de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et garde en elle toutes les informations, énergie, fréquences qu'elle capte, que ce soit les vibrations des mots, de nos pensées, de la musique, mais aussi des ondes comme celles des portables, du Wi-Fi ou encore de la télévision. Il a aussi développé un procédé simple. En photographiant des cristaux d'eau, il a remarqué que plus l'eau était pure comme l'eau des lacs et des montagnes, plus les cristaux qu'elle produit sont géométriquement complexes et beaux. Alors qu'au contraire, l'eau du robinet de villes comme Londres, Tokyo ou Paris, de par le fait qu'elle subit plus de pollution énergétique, ne se cristallisait quasiment pas et ne créait pas de forme géométrique très harmonieuse. À partir de cette constatation, il a pensé qu'on pouvait inversement réinformer l'eau avec des vibrations positives, donc que ce soit par la pensée, la musique, même une photo, un mot, ou tout simplement l'envoi d'une énergie positive, dans le but de l'améliorer et de la purifier.
Ce chercheur japonais a donc découvert que la structure de l'eau, l'élément de l'astral, pouvait être modifiée par la musique, d'où l'importance de vibrer mantra et runes pour modifier la structure de votre ki, de votre chi, l'énergie circulant à travers vos méridiens et vos cellules, et de réveiller par là même les gènes qu'Enki nous a transmis, mais aussi d'écouter des musiques d'une bonne nature et de bonne qualité, ne serait-ce que pour élever vos propres vibrations. La structure de l'eau pouvait être modifiée par un message écrit aussi, d'où l'influence parfois positive ou négative de certains symboles, comme par exemple la croix de Jésus, qui est un symbole de scellement énergétique de l'humanité, qui est présent par exemple sur le bord des routes, ou même à plein d'endroits et qui influence directement non seulement votre aura, mais aussi votre subconscient. Et enfin, la structure de l'eau pouvait être aussi influencée par la pensée, puisqu'il a découvert et il a démontré que l'effet de la prière et de la pensée pouvait modifier la structure de l'eau. Voici donc une preuve des effets de la magie ou de l'influence de la pensée sur la matière. Allons un peu plus loin. Sachant que le corps est composé à un fort pourcentage d'eau, imaginez ce que votre pensée, en agissant sur l'eau à l'intérieur de vous, peut modifier et transformer en vous. En vous, mais aussi sur votre entourage, plus ou moins proche en fonction de la qualité des pensées, de la force de l'esprit ou du degré de conscience. Votre état d'esprit influence donc directement le niveau vibratoire de votre structure énergétique qui, elle-même, influence l'état de votre santé, en modifiant votre énergie électromagnétique cellulaire. Cette découverte implique non seulement qu'il faut respecter cet élément dans son milieu naturel, mais également dans notre corps, car si l'eau a une mémoire et que l'être humain en est composé à un grand pourcentage, nous devrions donc lui apporter de bonnes informations vibratoires et énergétiques. Que ce soit les images que l'on regarde, les sons que l'on écoute, les paroles que l'on prononce, les aliments que l'on ingère, très important, ou même nos propres pensées, afin qu'elles augmentent notre taux vibratoire et que l'eau puisse jouer comme il se doit son rôle de dissolvant en nettoyant et désintoxiquant chaque cellule de votre corps. Mais cela va plus loin en réalité, car l'hydrogène étant partout, cette structure atomique qui relie tout dans l'univers, et l'eau étant toujours présente dans l'air, en réalité vous avez donc une influence permanente sur vous-même et votre environnement par votre pensée et vos paroles. Et là on arrive à comprendre comment la magie fonctionne vraiment. La magie qui est la science et l'art vibratoire de la manipulation des énergies. Un petit exemple de cette influence de la pensée. Dans les années 2000, une expérience sur les effets de la méditation à grande échelle avait été effectuée à New York, visant à réunir un grand nombre d'individus pour méditer sur le principe de la paix et surtout de la non-violence. Résultat, sur le mois où l'expérience avait été menée, le taux de criminalité avait baissé de plus de 30% par rapport à la moyenne. On pourrait donc en déduire que les pensées des méditants ont directement influencé la matière alentour, composée d'atomes d'hydrogène, restructurés par les prières et les pensées de ceux qui méditaient, mais peut-être également l'eau contenue dans le corps des habitants de New York. Nous utilisons en réalité la magie au quotidien, mais nous ne nous en rendons souvent pas compte. Certains parlent également de loi de l'attraction, ou la capacité d'attirer à soi dans sa vie par le magnétisme du champ vibratoire de l'aura, précisément ce que nous désirons par nos pensées, amplifié notamment par l'énergie de nos sentiments. En sachant cependant que cette loi ne fonctionne bien évidemment que pour les personnes à l'aura extrêmement solide et vibratoirement élevée, pas pour la plupart des personnes qui vivent avec une aura en miettes, un troisième chakra abîmé et donc un corps astral abîmé et avec incapable de magnétiser quelque vœu que ce soit dans leur vie. C'est le cas notamment pour ceux dont les énergies sont polluées par le tabagisme ou l'alcoolisme ou toute forme d'addiction et notamment certaines drogues qui fragilisent énormément l'aura. Et c'est pour cette raison que les dieux exècrent toute forme d'addiction, qui nous rendent esclaves d'une condition de faiblesse ou qui offrent parfois, pour certaines drogues, des ouvertures spirituelles artificielles et des pouvoirs psychiques, malheureusement en leasing, qui ne sont pas des vrais pouvoirs psychiques. Mais revenons à la magie au quotidien. Combien de personnes, dès qu'ils sentent un petit mal de gorge, se disent malades et ne manquent pas de tomber dans le mal qu'ils ont peut-être, non pas créé, mais favorisé par un terrain psychique négatif, fataliste, voire délétère. Combien de personnes à l'opposé, utilisant une attitude positive, parviennent, eux, à surmonter les obstacles de la vie presque miraculeusement. Intéressez-vous à l'effet placebo, ou cette capacité étonnante du corps lorsqu'il est persuadé qu'il va guérir, de guérir par lui-même. L'effet placebo, c'est tout simplement un procédé magique qui permet d'influencer directement votre structure énergétique. Une augmentation notamment de votre énergie vitale et des vibrations de votre corps éthérique par votre mental. Beaucoup de personnes utilisent ainsi la magie de l'autosuggestion au quotidien sans même s'en rendre compte. Pour détruire une mauvaise période de vibration, nous explique le Kybalion, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Ces personnes qui utilisent l'autosuggestion
utilisent alors au mieux leur cerveau droit pour pirater les programmations défaitistes du cerveau gauche et sortir vainqueurs des pièges d'Anu sans vraiment comprendre ni pourquoi ni comment. Mais c'est une forme de magie. Mais parlons aussi d'une autre forme de magie, le magnétisme humain. Les magnétiseurs utilisent par les mains ou leur corps éthérique leur capacité de saisir l'énergie et de l'évacuer, de la faire mouvoir, d'ouvrir des portes pour que circule à nouveau l'énergie. Car c'est ainsi qu'est définie la maladie dans l'énergétique orientale comme la médecine traditionnelle chinoise. La maladie, c'est dû à une cristallisation, un blocage qui empêche alors l'énergie de circuler librement et convenablement. La bonne santé, c'est simplement l'énergie qui circule bien à l'intérieur de vous. Pour en revenir aux pouvoirs tels que le magnétisme, beaucoup de personnes utilisent cette capacité au quotidien sans même s'en rendre compte. Exemple, lorsqu'une mère va déposer juste un baiser sur une blessure ou frotter une ecchymose pour apaiser le mal, c'est de la magie. A contrario, vous allez aussi ressentir d'autres personnes qui, elles, sont des vampires énergétiques. Vous allez le sentir, des personnes qui sont toxiques, qui sont près de vous et vous sentez, vous avez cette impression horrible et viscérale qu'ils vous pompent votre énergie, littéralement. Et effectivement, souvent, entre deux auras, c'est ce qui se passe. Enfin, pour terminer, une dernière forme de magie, celle qu'utilise notamment le chamanisme, à savoir la connexion énergétique d'un être à un concept énergétique puissant par un symbole incarnant ce concept ou représentant une porte vers cette énergie. Si un chaman dépose sur son autel une plume d'aigle, c'est pour se connecter à cette idée d'élévation spirituelle que représente cet animal. Ou encore une pomme de pin qui va, elle, incarner la symbolique magique de la spirale, celle de l'évolution ou de la transcendance. Beaucoup d'individus, par des symboles qu'ils portent par exemple en bijoux, se connectent ainsi avec un concept énergétique sans même le savoir. Allons maintenant un peu plus loin et parlons à présent du son, et plus précisément des effets du son sur la structure de la matière. Le brillant écrivain allemand Wolfgang von Goethe déclara « L'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. » La cymatique est l'étude du son visible. Le mot cymatique vient de la racine du mot grec cyma qui signifie onde ou vibration. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cymatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son.
Conclusion donc de cette vidéo, la structure des grains de sable est transformée par le son. D'où l'importance encore une fois de vibrer correctement les mantras avec cadence et rythme pour s'assurer d'une véritable transformation énergétique et, j'oserais dire, génétique, puisque notre ADN baigne dans une matière liquide elle-même très sensible à l'influence du son. Quelques exemples pour comprendre comment cela se traduit au quotidien. Une mère qui fredonne, un enfant qui fait de la balançoire, un couple qui danse, tout ça, ce n'est que de l'énergie en oscillation, en vibration. Les tambours du chaman supposés faire tomber la pluie. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les Indiens chantent le vocable Eya à plusieurs reprises, oscillation qui entre alors en résonance avec les couches subtiles de l'énergie de l'air pour convoquer la pluie. Et vous remarquerez que Eya, c'est l'un des noms d'Enki, celui dont la maison est d'eau, le Verseau. Mais on peut le voir aussi dans d'autres situations. Je vous donne d'autres exemples d'influence énergétique du son sur la matière. Le haka par exemple des All Blacks, qui est, rappelons-le, une danse guerrière et un chant tribal assez mystique. Par cette danse, l'égrégore solidaire des joueurs répandent autour d'eux, durant tout le jeu, cette énergie guerrière, cette énergie de victoire. Encore un autre exemple, le samouraï est le son qui tue ou pétrifie. Exemple de Musashi Miyamoto, un samouraï célèbre qui gagnait ses combats juste en criant. Et vous retrouvez là ce kiai, le cri martial, poussé dans les arts martiaux en même temps que le coup donné. Vous remarquerez aussi, vous avez peut-être déjà vu une mère ou un père qui a peur pour son enfant arrêter cet enfant par le cri, en l'appelant, et l'enfant est littéralement tétanisé par cette énergie-là, par ce cri-là. D'ailleurs, les animaux utilisent aussi la magie avec leur cri également, comme le lion ou le tigre par exemple. Les exemples d'usage du son et de l'énergie avec sont légion. Un autre exemple, la Marseillaise et les tambours pour donner de l'entrain à la guerre et chasser des corps par la musique, la peur qui nous les entraille. C'est un exemple d'acte magique ou de mise en mouvement de l'énergie parmi tant d'autres. Les applaudissements également, ou les klaxons pour émettre une colère ou prévenir d'un danger. Donc, la magie, on l'utilise au quotidien par le son qui va mettre en mouvement cette énergie. Vibrer un mantra, une pensée sur un rythme soutenu finit ainsi par ancrer cette énergie et ce concept dans votre vie, en faisant descendre l'énergie des corps les plus subtils aux corps les plus physiques. Un peu comme la pluie qui se condense dans les hauteurs du ciel avant de tomber à terre. Tous ceux qui étudieront attentivement le cycle de l'eau, vous trouverez là un système analogique très intéressant pour comprendre comment fonctionne la cyclologie de l'énergie, et notamment la manière dont fonctionne l'incarnation et la réincarnation. Pour aller un peu plus loin, si vous vous demandez comment les blocs de pierre gigantesques de par le monde ont été déplacés par ce que Jacques Grimaud appelle les anciens bâtisseurs, ne cherchez plus, c'est le son. Le son et la vibration, et les pouvoirs télékinésiques extrêmement puissants chez eux. Et je vais vous le prouver et vous le montrer par une vidéo. Something, dude. So that's just a styrofoam ball. Styrofoam ball, and the spoon has all those slots in it, so the sound passes right through it. No way. And then I can just... And by sound you mean pressure. Yeah, the sound waves, which are pressure waves. I mean, but you can see the wavelength spacing basically between these. That's stinking awesome. You may have seen sound drawn like this, but it's a bit too simplified. A real sound wave actually looks like this. The bright parts are the higher pressure and the darker parts are the low pressure. These ripples move along at the speed of sound. When you have two identical sound waves and you line them up just right, they no longer act like waves moving across the room. If you have a wave coming from this side and another wave coming from the other side, they become what's called a standing wave. You get a spot right here where there's a pressure flipping on and off, and a spot right here where the pressure isn't changing at all. There's no oscillation. If you flip this thing upright and then you put something tiny right inside that little pocket, you can use that air pressure to bump something up against the force of gravity. So it ends up looking like this ping pong paddle. The particle wants to drop, but it keeps getting knocked back up by the high pressure wave below it. And that is acoustic levitation. So if it works with foam, it should work with water, right? Anthony uses a syringe to balance little drops of water on top of that oscillating wave. Just like the ping pong ball, you can see it bouncing up and down. Le son donc correctement appliqué permet de mettre l'énergie en mouvement et de contrôler la matière.
Voyez comment les pierres lévitent, simplement grâce au son. Et voilà comment les dieux construisent et ont construit les édifices cyclopéens présents partout sur Terre. Voilà comment les statues de l'île de Pâques ou les pyramides ont été construites, par la force du verbe, par les pouvoirs télékinésiques prodigieux des dieux. Et d'ailleurs, certains Européens qui ont les premiers visité des moines tibétains de l'Himalaya ont été témoins de prouesses étonnantes de lévitation de pierres juste grâce à un cercle de musiciens jouant en rythme du tambour. J'aimerais maintenant vous montrer l'effet de l'énergie contrôlée par le son et la volonté sur le corps, autrement dit, de la véritable magie en action, pour vous démontrer que ce n'est pas juste une chimère ou une vision agréable de l'esprit. Il y a 3 praticiens, 3 personnes entraînées à sentir dans leur cœur exactement le sentiment qu'il faut et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie. Ils imaginent la femme comme si elle avait déjà été guérie. Nous aurons la possibilité de voir à l'intérieur de son corps, à travers un sonogramme. À travers des ultrasons, nous verrons l'intérieur de son corps et regarderons son cancer disparaître en 3 minutes grâce à un langage qui guérit. Vous allez donc voir une femme qui est réveillée, consciente, et elle n'a pas subi d'anesthésie. Elle croit au processus, elle croit dans ce qui est en train de se passer. Et il y a 3 praticiens qui sont entraînés à créer un sentiment dans leur corps et à imaginer la femme comme si elle avait déjà été guérie. Ensuite, sur l'écran de l'ordinateur, nous verrons 2 séquences. Une séquence filmée avant la guérison, une séquence filmée en temps réel qui permet de voir la guérison en direct. Et pendant que la guérison a lieu, vous entendrez les praticiens chanter un mot. And I want you to know there is no magic in the word. It could be any word. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a aucune magie qui entoure le mot lui-même. Ça pourrait être n'importe quel autre mot. Mais le mot que vous entendrez est celui que les praticiens ont choisi, parce qu'ils pensent que ce mot va renforcer en eux et leur dicter un sentiment bien précis. Ils se sont donc mis d'accord sur le mot qui allait créer ce sentiment bien précis en eux. Mais il aurait pu s'agir de n'importe quel autre mot. Je voulais que vous sachiez ça. J'explique ça maintenant et j'y reviendrai lors du visionnage du film. Bien, le son est baissé. The healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. So in the video documentation, the film shows a woman lying on in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split-screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies. And what they do is they begin to chant a word that to them they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time-lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds in something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having.
Okay. This is 2 minutes, 40 Bien, seconds. 2 minutes et 40 secondes se sont écoulées. Ce que vous voyez là, à gauche, c'est la tumeur de référence. Et sur la droite, on voit que la tumeur est partie. Dans la façon occidentale de penser, il s'agit là d'un miracle, parce que la science occidentale n'a pas compris qu'il existe un champ qui connecte le tout, et elle n'a pas compris qu'il existe un langage pour parler à ce champ. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ce n'est plus un miracle, mais une technologie. Bien, le mot utilisé, wassa, librement traduit, signifie « c'est déjà arrivé », c'est déjà fait. Dans leur esprit, comme dans leur cœur, les praticiens font comme si la guérison avait déjà eu lieu. Non pas qu'elle va avoir lieu, qu'elle était sur le point d'avoir lieu, ou que c'est quelque chose qui va avoir lieu dans le temps, mais comme si la guérison avait déjà eu lieu. Dans cette vidéo, la tumeur cancéreuse, ne pouvant supporter l'élévation de l'énergie, est dissoute, déstructurée et donc annihilée. C'est probablement par analogie ce qui se produira pour les sbires d'Anu, ainsi que tous ceux qui n'auront pas travaillé pour élever suffisamment leur fréquence vibratoire. Leur structure énergétique ne pourra pas supporter le choc de l'élévation vibratoire de la Terre. Parlons juste succinctement de Nikola Tesla et de l'une de ses expériences, un personnage d'ailleurs que je vous invite vivement à étudier tant sa vie que ses œuvres. Il fut certainement l'un des savants maudits qui comprit le mieux la manière dont l'énergie, présente partout autour de nous, pouvait être utilisée pour le bien de l'humanité. Tesla, à l'aide d'une machine à percussion, était parvenu à faire trembler une structure métallique gigantesque, simplement en tapant au bon moment, de manière répétée, à la base de cette structure. Le principe est exactement le même qu'avec une balançoire que l'on pousse, aidant ainsi le balancier à chaque oscillation à aller de plus en plus vite. Nous aborderons à nouveau cette métaphore lorsque nous aborderons la prophétie de Thoth, prophétie qui traite des années à venir, de la chute du système d'Anu et du retour des dieux. D'où l'importance donc dans la maîtrise de la magie du rythme et de l'oscillation. Et j'irai même plus loin, l'importance du rythme juste permettant l'explosion de l'énergie. Voyez vous-même par exemple l'orgasme, qui est un acte aussi magique, qui n'est permis que par un va-et-vient justement rythmé. Mais passons à un degré au-dessus et parlons plutôt des étonnants pouvoirs du Ki ou du Chi, ce fluide énergétique qui relie toute chose ici-bas, animant chaque être vivant et circulant à travers tous les êtres. Et par une vidéo que je vais vous montrer maintenant, vous allez voir et constater que tous les pouvoirs magiques dont on peut parler, que ce soit la pyrokinésie, la maîtrise de l'électricité et différents autres pouvoirs, sont des pouvoirs réels. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au quartier chinois de la ville de Java, dans les années 80. Il ne voulait pas qu'on révèle son nom ou son adresse. Alors, on l'appelait JD, Jacques la Dynamo. Il n'était qu'un simple guérisseur, disait-il. Mais il avait cette capacité à produire une énergie puissante à partir de son corps, qu'il communiquait ensuite à ses patients. Parfois, il utilise des aiguilles, parfois juste ses mains. Il appelle cette énergie le Chi, une énergie si puissante qui fait appel à un assistant pour tenir les jambes des patients. Nous l'avions suivi durant des années dans ses tournées de guérison dans la ville de Java. Il refusait d'être filmé. Il disait que son pouvoir était le résultat d'un type de méditation rattaché à une ancienne tradition secrète. Et ce n'était que lorsque mon frère Lorne était allé le voir pour une grave infection à un œil qu'il avait finalement accepté d'être filmé en 1987. Yin yang, positive and negative, and my positive from here and my negative from here, and we meet together, this can get like electricity. And is this because you're special? You have a special sort of body? Meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me, like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. Notre preneuse de son a elle aussi eu droit au choc électrique. Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie Chi.
Lorsqu'il a appris que nous allions montrer ce film en public, il était très contrarié. Et il a refusé de nous recevoir de nouveau, malgré nos nombreuses tentatives. Après quelques années, nous commencions à désespérer de le revoir un jour. Mon frère Lorne ne l'a plus revu, car en 1997, il était déjà mort, quand je me suis de nouveau retrouvé avec JD, et c'était mon tour cette fois-ci d'être traité pour un problème d'yeux. Ce n'était pourtant pas la raison pour laquelle j'étais allé le voir. C'était en effet lui qui m'invitait cette fois-ci, car il avait des choses importantes à me dire. Il revenait d'un voyage de 2 ans où il était allé méditer en solitaire dans les fins fonds de Bornéo. Il pensait que l'histoire de l'humanité avait connu de grands changements et que l'ancienne sagesse avait tendance à disparaître. Il m'avait donc appelé pour le filmer, mais juste ce qu'il faut, histoire de nous rappeler que nous avons tous des pouvoirs insoupçonnés en nous et que lui-même n'avait rien de particulier si ce n'est le fait qu'il s'était entraîné à être en éveil. En tenant le patient, Joe, le caméraman, a dû utiliser tout son poids pour rester à son contact. L'énergie chi était si forte qu'elle le repoussait. JD semblait pouvoir contrôler l'amplitude de son chi, à la manière d'un variateur de lumière. Le chi provoquait des réactions incontrôlables chez ses patients ainsi que chez les personnes qui les tenaient. Cette maman recevait des décharges électriques chaque fois qu'elle touchait son enfant. Et comme il ne cessait de bouger, elle était obligée de le tenir et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parfois, on voyait clairement le chi circuler dans le corps du transmetteur également. Cette énergie chi n'est que la surface de ce que la méditation permet de faire. Le fait de projeter le chi dans la paume de la main peut également servir à résister à des balles en plomb, dit-il. D'abord, on commence par apprendre à distinguer le chi-yin de chi-yang dans le corps, explique-t-il. Ensuite, on apprend comment attirer le chi dans le chakra du nombril et enfin comment le projeter. Et c'est ce mélange proportionné du yin et du yang qui explique les différents effets, comme pousser ou tirer un objet ou y mettre le feu. Il a ensuite parlé de choses bizarres, en disant que le chi-yin était la clé d'accès au monde des esprits. Il existe une longue tradition en Indonésie qui voudrait que les poignards soient habités par des esprits. Les gens les apportent ici pour voir s'ils dansent. Dans ce cas précis, explique-t-il, ils ne travaillent pas avec un mélange d'énergie yin et yang, mais se contentent de créer un champ d'énergie yin dans lequel l'esprit se manifeste s'il est présent. J'ai donc invité une petite équipe de scientifiques américains pour tester avec des instruments de mesure si ce que disait JD était vrai. Et si c'est le cas, où situer alors cette énergie sur le spectre électromagnétique? Catherine Cook, directrice générale de la Fondation des sciences de l'esprit dans le Texas. Le docteur Nielsen, médecin suédois et navigateur international. Le docteur Greg Simpson, physicien à l'université d'Albert Einstein à New York. Et Anjas Paulak, un des étudiants australiens de JD. Mes invités étaient tous convaincus de pouvoir trouver des preuves de fraude en un rien de temps. Greg est le premier cobaye. Ils se sont gênés de devoir avouer qu'ils sentent quelque chose. Tandis que le docteur Roger ne sait pas à quoi s'attendre. Et voilà qu'on sort un détecteur de métaux, comme ceux qu'on trouve dans les aéroports, pour voir si JD n'a pas un morceau de métal caché dans son corps. Et voilà maintenant un voltmètre pour tenter de mesurer le chi.
Mais comment faire marcher tout cela? Où se trouve l'équivalent de la mise à terre? Quels en sont les paramètres? JD propose qu'on attache le voltmètre au niveau de son nombril. Étant donné que son périnée, disait-il, représentait le pôle négatif et le chakra de son nombril, le pôle positif. Mais toujours aucun signal côté voltmètre. Les membres de l'équipe continuent à recevoir des chocs électriques du bras de JD et ils ont les bons paramètres mais l'aiguille ne bouge toujours pas. JD explique que ce n'est pas de l'électricité mais du chi. Soupçonnant des trucages qu'ils ne pouvaient trouver chez lui, les membres de l'équipe ont insisté pour qu'on aille dans une chambre d'hôtel choisie au hasard quelques kilomètres plus loin, pour voir s'il peut allumer une ampoule électrique avec ses doigts. La mise à terre de l'ampoule sur le mur étant impossible, c'est Greg qui tient l'un des fils, tandis que JD pompe du chi dans l'autre. Les ampoules sont des ampoules à diode électroluminescentes qui s'allument avec des couleurs différentes en fonction de l'intensité du courant. Tout allait bien et JD était content aussi de l'expérience jusqu'au moment où il nous invite tous chez lui, où il essaie de faire passer un pic à travers la table. Ne réussissant pas à le faire passer par-dessus à cause du plastique laminé, il essaie de le faire passer par-dessous en le faisant pénétrer dans du vrai bois. Non seulement il a saigné du doigt, mais l'éclat du pic a également blessé Allison sur le front. L'incident n'a pas été pris trop au sérieux ce soir-là, mais le lendemain matin, JD était une toute autre personne. Il paraissait retiré et contrarié. Son maître, bien que mort depuis longtemps, lui a parlé toute la nuit dans ses rêves, et il était, nous a-t-il dit, furieux contre lui, car il avait enfreint les règles strictes de sa secte, à savoir ne pas se donner en spectacle, ne pas faire du mal et ne pas déverser du sang. Toutes les expérimentations et tous les tournages devraient par conséquent prendre fin. Ces expériences ne seront plus jamais montrées en public, et il ne pourra plus accepter de nouveaux étudiants. In China was here in Beijing at Purple Bamboo Park. If you can believe that there is an energy called qi flowing through the body, that it can be felt and manipulated, then perhaps you can see why some Chinese go one step further. They call this teacher Master Shi, and he tells his new students, come here every morning at dawn for 3 years, and then I'll know you're serious. 3 years? Right, and that's just the beginning? Yes, but I'm warning you, Bill. What Master Shi claims he can do just doesn't look real. What's going on here? Master Shi will tell you he just used qi to throw his student. This is where a lot of the Chinese stories come of all the martial art masters. They could emit energy, and it wasn't just their physical force that beat their opponents, it was their qi. But that goes against everything we know and understand in Western science. It defies the biophysical laws. This is where Chinese medicine takes a wide turn off of what we understand and accept in the West. 我用的是和谐的办法，我给它合上。我这里是一个我，那是一个石头，那分开。就是我的那个意念上那个地方去了。我的意念上那里去以后，我这个地方那个就是我的石子，这是我的曲子，我这也不使劲。产生这个状态，这个不用力，
不用力，没有用力，太极不用力的。没有太极发我，我明白。啊，发我是没有发我没有用力，我不是这么发不动。这个我也告诉他，我是用那个思想，我的意念一动，我的意念是一种能量，一种东西在你做这个的时候，你有什么感觉？多说是热的感觉还是电的感觉？没有感觉，没有感觉。这没有感觉是什么？太阳拉着地球转的时候，你有什么感觉呢？这个地磁场，你有什么感觉呢？你没有感觉的，因为它有一种平衡感。你别看老师隔着你打我，那就是你就他先退，然后你就棒他，实际上他就是退。I don't. Look at his hand. His hand trembles when he does that. Look, yeah, there it is. Oh. 教他没有关系的，退不了啊。退不了呢，这样。这是够的。天哪！Now, as an American student here studying this, what's happening? What happens is, let's say, so I practice a lot of hard martial arts. I go in with my strength, and I push as hard as I can. And actually what happens is, his energy goes out of his body and into your body. So that you become sort of a marionette on strings. Where if he wants to all of a sudden jerk you with just energy, he doesn't have to move his hand. Suddenly every muscle in your body, every cell, expands or contracts. But that defies all the biophysical laws as we in the West understand them. You don't emit energy. That's not the nature of things. Well, I guess we have to advance our techniques of studying because whether I want to believe it or not, I cannot affect him. I've studied a lot of hard martial arts. I can hurt people. I can do all sorts of things with my feet, my hands, and there's nothing I can do to him. And the harder I use muscles, the more muscle I use, boxing, taekwondo, the more violence is directed back at me. Not by him, but my own violence. Try it one more time. Try to throw him. Millions of people are going to be watching, and I want to see you try to throw him. Really, this is for real. This is not a stunt. No stunt, and I wouldn't be here to waste my time if it was a stunt. And we haven't done this in 2 years together because the last time I did this with him, I got very hurt in my spine. How long have you studied here? I've been here now 4 years, studying with him every day. So if I can do what I'm doing now and affect him, upturn him, that means I've graduated to the next level and he would teach me something new. All right, let's see. So for me, it's very important that I do this, that I actually affect him. All right, let's see it. Come on, Andrew, give it the old heave-ho. Come on, Andrew, it doesn't look real. So, you didn't do it. No, not yet. 4 more years. 4 more years. Par cette vidéo, vous pouvez donc voir que la magie est une réalité et pas un fantasme d'adolescent. Mais pour atteindre un tel niveau de maîtrise du ki, il faut une discipline de vie, une rigueur et un travail sur soi de longue haleine. Ce qui renvoie d'ailleurs parfaitement au monde d'Enki, où tout se mérite et rien ne tombe tout cru dans le bec. Où le terme de Dieu ne renvoie en réalité qu'à des êtres qui, à force de travail acharné sur eux-mêmes, sont parvenus à éveiller et faire monter leur Kundalini, et donc à immortaliser leur âme puis leur corps. Les dieux et déesses d'Orion sont des experts dans la maîtrise des éléments, dans l'utilisation de l'énergie électromagnétique, à un niveau qui dépasse notre entendement. Mais il n'y a pas de miracle chez Enki, ni de passe-droit, tout s'obtient par mérite et par travail acharné sur soi. Marduk, Thoth, Osiris, Thor et toutes les déesses d'Orion ont toutes et tous
travaillé très dur pour obtenir les pouvoirs qui sont les leurs aujourd'hui. Et ce, avec une très grande conscience de la responsabilité d'avoir cette capacité, d'avoir ces pouvoirs entre leurs mains. Car effectivement, tout grand pouvoir implique une très grande responsabilité. Ce qui se produit actuellement sur Terre est un combat vibratoire de haut vol entre deux camps extrêmement puissants. Depuis 4000 ans, nous subissons, nous les enfants d'Enki, les foudres d'Anu, notamment par le pilier des 3 religions monothéistes. Les prières quotidiennes effectuées par ces 3 religions sont une manne d'énergie énorme pour l'égrégore d'Anu et pour ses serviteurs, nos geôliers, nos bourreaux à l'heure actuelle. Du son et une volonté mettant en action de l'énergie marquée par un but, nourrir Anu ou combattre Enki. La prière chrétienne par exemple, Amen, est un exemple de l'énergie utilisée pour émettre constamment une charge sur Amon, le fils d'Enki, qui s'est violemment opposé à son grand-père Anu, et qui a notamment décidé d'abandonner son trône légitime pour épouser une humaine, ce qui a rendu absolument fou Anu. Amen est donc une énergie détournée juste par une différence de son, juste un seul phonème. Et j'aimerais rappeler, pour parler des chrétiens, des musulmans ou des juifs, que ce n'est pas parce qu'un individu a de bonnes intentions que nécessairement son énergie se concrétisera dans de merveilleux effets énergétiques. On peut très bien être une âme d'une grande bonté, d'une grande bienveillance, et notre énergie peut très bien être récoltée et utilisée à des fins totalement contraires à la candeur de cette âme, de cette personne. C'est un peu la même chose avec notre argent et les impôts. Moi, je paye des impôts comme beaucoup, pourtant je ne décide pas dans quoi cet argent est placé, c'est hors de mon contrôle. Eh bien, il en est de même pour toutes les âmes qui prient dans les églises, lieux de culte, pour la plupart d'ailleurs construits sur d'anciens sites païens pour en bloquer les énergies. Donc, des âmes qui donnent en réalité leur énergie à l'égrégore d'Anu, tout simplement. Un peu comme un entonnoir qui réceptionne et regroupe les énergies. Une autre métaphore serait l'idée de récolte d'une main-d'œuvre qui ensuite ne décide en rien d'où sera vendue cette récolte, ni même si elle en profitera d'une manière ou d'une autre. Donc tristement, encore une grande partie d'âmes coincées dans l'égrégore d'Anu, qu'elles soient chrétiennes notamment ou perdues dans le New Age, comme la Wicca par exemple, eh bien donnent leur énergie à un dieu, à Anu, et à un groupe d'êtres, les Anunnaki conservateurs qu'ils soutiennent, qui travaillent depuis des millénaires au meilleur moyen de nous maintenir en esclavage, ignorants et surtout violemment opposés les uns aux autres. Parenthèse fermée. Un autre exemple d'un procédé magique effectué pendant des siècles pour briser les pouvoirs des enfants d'Enki, le baptême, ou l'immersion dans une eau chargée énergétiquement, et le signe de la croix qui permet notamment de fermer le 3e œil. Car la plupart des enfants, naturellement, possèdent un 3e œil ouvert, et c'est pour cette raison que très tôt, l'Église s'est attelée à le refermer, pour empêcher les âmes d'Enki de voir les auras et de se rendre compte des saletés qui contrôlaient et contrôlent encore à l'heure actuelle notre planète. Allons plus loin encore pour comprendre l'horreur de cette magie noire sur nos vies déversées au quotidien. Vous le savez probablement, une partie de l'élite mondialiste, à la solde d'Anu, pratique des rituels de sang, où sont sacrifiés dans d'horribles souffrances, très souvent des enfants. Il faut avoir conscience de cette réalité aussi, car l'histoire de notre humanité n'est pas toute rose. Il faut savoir que des dizaines de milliers de personnes disparaissent chaque année en Europe, et ne parlons même pas du reste du monde. On ne sait pas ce que deviennent ces personnes-là. Elles disparaissent comme ça, du jour au lendemain. Et que ces rituels réalisés à des moments énergétiques clés sont effectués pour bloquer les énergies d'Enki et de la Terre, à des lieux particuliers, souvent des points clés des lignes telluriques, pour abaisser les vibrations de la Terre. Faites l'expérience sur votre corps, appuyez fortement sur un point clé, et vous sentirez cette souffrance se répandre bien plus loin que le point de pression, le principe étant le même, mais à plus grande échelle. Mais d'autres formes de magie noire sont constamment à l'œuvre. Le projet HARP par exemple, créé à partir des travaux de Nikola Tesla, est un exemple des basses vibrations utilisées pour nous nuire, pour influencer l'esprit et détraquer le climat, le tissu quantique qui structure l'aura de la Terre, surtout en utilisant la magnétosphère comme caisse de résonance. Mais aussi les ondes Wi-Fi dans lesquelles nous baignons quotidiennement et qui, envoyées sur nous, fragilisent grandement notre aura, parce qu'elles dissolvent la structure de notre aura et dérèglent le champ magnétique humain. Les ondes du téléphone, pareil, qui causent une perméabilité de la barrière encéphalo-rachidienne. Et ce n'est qu'un petit exemple des horreurs qu'a pu faire Anu et ses sbires. Toutes les basses vibrations du quotidien, que ce soit les ondes radio, la musique basse fréquence des chanteurs pop portés au nu par l'industrie musicale, les ondes de la télévision, les néons même présents dans les magasins, notamment les supermarchés, etc., etc. Toutes ces vibrations ont pour but de nous affaiblir constamment, de nous fatiguer, de nous rendre apathiques, résignés, et surtout de perturber la solidité de notre aura pour que nous tombions plus facilement malades. Et donc que nous remplissions à la fois les poches de laboratoires pharmaceutiques, mais aussi que des êtres de basse fréquence, des vampires de l'astral, s'en viennent profiter de ces énergies délétères comme un bon petit déjeuner. Pour vous montrer à quel point les vibrations sont intimement liées avec votre état de santé, en 1992, Bruce Tainio a déterminé que la fréquence moyenne du corps humain pendant la journée était de 62 à 68 Hz,
La fréquence corporelle saine est située entre 62 et 72 Hz, et lorsque la fréquence diminue, le système immunitaire, lui, est compromis. Si la fréquence descend à 58 Hz, les symptômes du rhume ou de la grippe apparaissent. À 55 Hz, les maladies comme le candida albicans surviennent, et plus bas, à 42 Hz, apparaissent des maladies telles que le cancer, qui est une cristallisation énergétique comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Allons juste encore un petit peu plus loin, et citons Goebbels, le bras droit d'Hitler, un homme de main d'Anou sur Terre, qui a dit « Contrôlez la musique et vous contrôlerez les esprits d'un peuple ». Sous le règne de Goebbels, étrangement, le La aurait été soi-disant modifié. Il serait passé à la fréquence 432 Hz au lieu de 440 Hz. Toute la musique moderne serait donc volontairement décalée et modifiée, précisément pour abaisser notre fréquence vibratoire au quotidien et donc notre énergie. Depuis 4000 ans, Enki et les dieux et déesses d'Orion, par les âmes incarnées sur Terre, se sont battus aussi pour élever les fréquences vibratoires. Par exemple, des êtres comme Mozart, des âmes d'Enki, ont été missionnés sur Terre pour en élever les fréquences vibratoires grâce à sa musique. Capable d'écrire par exemple une symphonie à 5 ans ou 6 ans, mort très tôt car épuisé par son travail. En réalité, il était descendu sur Terre pour remplir la mission demandée par Enki avant de remonter sur Orion. Lui, Vivaldi apparemment, et bien d'autres artistes, avaient pour but d'augmenter l'énergie vibratoire des humains grâce à la musique. Si vous êtes suffisamment attentif et concentré à l'écoute des musiques de Mozart, vous sentirez par exemple vos chakras s'éveiller et votre énergie s'élever. La sonothérapie et la sonologie, c'est donc l'une des sciences clés liées à la magie de très près. L'art de mettre l'énergie en mouvement, donc par le son, et notamment par la musique. Un autre exemple de ce combat vibratoire qui a lieu à l'heure actuelle, les pyramides créées par Thoth, se sont de plus en plus éveillées ces dernières années, et ce un peu partout dans le monde. Elles émettent une fréquence vibratoire, influencée par les énergies d'Orion, et c'est pour ça que certaines pyramides, comme les pyramides de Gizeh, sont alignées sur les étoiles d'Orion, pour avoir par géométrie sacrée, cette résonance magique avec les énergies d'Orion déversées sur Terre. Ces pyramides émettent donc une fréquence vibratoire qui élève les vibrations de la Terre, en répandant leur énergie par les lignes de lait sur toute la planète, combattant ainsi l'abaissement constant de l'énergie provoquée par Anu et sa clique. Cette élévation vibratoire est également liée à la résonance Schumann, la fréquence émise par la Terre qui ne cesse de s'amplifier depuis maintenant quelques années. En conclusion donc, je vous laisse méditer cette citation du Kybalion qui porte en elle son lot d'enseignements. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Sous-entendu, la magie, la vraie, est un art qui prend son origine dans l'esprit, la volonté, démultipliée par le désir et l'intensité des émotions. Et c'est pour ça que les dieux et les déesses d'Orion et Enki sont des êtres de profonde émotion. Ils aiment profondément leurs enfants, ils vivent pleinement leurs émotions et ils les expriment pleinement, notamment à travers l'art. Ils n'ont aucun souci à exprimer leur amour, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants ou pour leurs aimés, comme ils n'ont aucun souci à exprimer aussi la haine qu'ils ont pour leurs ennemis. Sans émotion, l'acte magique n'a qu'une portée bien faible, voire aucune portée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Anu n'a eu de cesse que de mater ou renier, voire museler les émotions, en dissolvant notamment l'ego, comme c'est le cas dans la doctrine bouddhiste ou chrétienne. Sans émotion, sans rage d'entreprendre l'acte magique, l'énergie émise par la vibration n'a que peu d'impact, n'oubliez jamais cela. À vous maintenant d'entrer en profonde connexion avec vous-même pour définir au mieux cette volonté, à la source de votre mental, et la laisser influencer positivement tout le reste de votre vie, par vos pensées, vos paroles et vos actes. Je vous souhaite donc de merveilleuses énergies, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voici ce qu'il faut retenir de toutes ces découvertes. Premièrement, que l'émotion change l'ADN dans notre corps. Vous l'avez vu ça, n'est-ce pas? L'émotion change l'ADN. Que l'ADN change la matière qui compose le monde. L'ADN change les photons, c'est-à-dire la matière qui compose notre monde. Maintenant, si vous barrez la phrase du milieu, nous nous retrouvons avec une phrase qui dit « L'émotion change la matière ». Et vous avez vu des expériences susceptibles de convaincre votre propre esprit. Lorsque le cœur ressent des sentiments de gratitude et d'appréciation, ces sentiments changent l'ADN, et l'ADN change la matière qui compose notre monde. Des sentiments de colère, de haine, de jalousie et de fureur changent aussi l'ADN, et cela affecte notre monde. Ces expériences nous ont montré ce que les traditions anciennes ont toujours affirmé, à savoir que vous possédez un pouvoir en votre corps qui affecte le monde qui vous entoure.
Donc, lorsque nous avons un sentiment dans notre cœur, nous créons des ondes électromagnétiques dans notre corps qui ne se limitent pas à notre corps, mais agissent sur le monde qui nous entoure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces expériences ont montré que la portée de ces ondes ne se limite pas à 2 ou 3 mètres. Ce sont des ondes qui peuvent être ressenties à des kilomètres à la ronde par rapport à leur source d'émanation. Donc, en ce moment même, cette salle a des effets sur l'Italie, au-delà des confins de ce bâtiment, au-delà de ces murs. Et vous verrez cet après-midi comment lorsque de nombreuses personnes nourrissent un même sentiment, lorsque plusieurs cœurs se mettent ensemble pour créer un sentiment unique, comment cela peut changer le monde.